Bonjour à tous, merci de venir à ce talk sur les bases de données vectorielles. Donc l'histoire commence il y a quelques mois où j'essaye d'implémenter mon tout premier RAG. Donc l'idée c'est de rajouter du contexte à des LLM pour qu'ils puissent donner des réponses plus pertinentes dans un contexte privé. Et quand j'essaye de faire un RAG, je vois qu'il faut utiliser une base de données vectorielle. Donc spontanément je me dis, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? À quoi ça sert? C'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Bertrando, je suis développeur touche à tout, couteau suisse, et je suis aussi leader d'une communauté de pratique dédiée à l'IA, et je fais tout ça chez Whiscale. Whiscale, c'est une société, on est une soixantaine de passionnés, où on fait du dev, du DevOps, du cloud, plein de choses, du platform engineering aussi. Et à ce sujet, on organise la toute première édition de la plateforme Code Paris en octobre 2025. N'hésitez pas à vous inscrire, il reste encore des places. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de passer par quelques principes généraux. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un vecteur? J'ai cherché plusieurs définitions, il y en avait beaucoup, et il y en a deux qui ont attiré mon attention. La première, c'est en mathématiques et en physique. Le terme vecteur désigne des quantités qui ne peuvent pas être exprimées par un seul nombre. Ok? La deuxième, on représente fréquemment les vecteurs comme des simples aides uplées. En fait, un vecteur, c'est simplement un tableau de chiffres. En dessous, j'ai mis un exemple de vecteur à quatre dimensions. Le nombre de chiffres dans le vecteur, on appelle ça des dimensions. Un exemple le plus classique, c'est celui qu'on voit à l'école, hein, c'est un vecteur à deux dimensions qui va représenter d'un côté l'horizontal, de l'autre côté le vertical, et on va pouvoir représenter avec deux chiffres une position géométrique. En machine learning, les vecteurs sont assez omniprésents. Si on regarde l'un des premières utilisations du deep learning, donc c'était pour faire de la reconnaissance manuscrite de chiffres. L'idée, c'est qu'on avait en entrée une image et en sortie le chiffre qui a été représenté par l'image. Si on regarde le petit schéma à droite, donc le petit schéma qui représente les deux rôles du modèle de deep learning, on a à gauche les tournements de Rhodes, ça va correspondre aux pixels de l'image d'entrée. Et à droite, on va avoir 10 neurones. Un neurone par chiffre, de 0 à 9. Et plus le neurone va donner un output grand, plus ça veut dire qu'il sera probable qu'il s'agisse de ce chiffre. Donc en l'occurrence, ce modèle de deep learning va nous sortir un vecteur à 10 dimensions. Et ici, il va dire que pour la dimension 7, on va avoir un chiffre très élevé. On va donc en déduire qu'il s'agit du chiffre 7. Les modèles de deep learning, ne manipulant que des chiffres, gèrent en entrée des vecteurs, en sortie des vecteurs. On a deux catégories de vecteurs. Donc les vecteurs denses qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi les vecteurs sparses. Un vecteur sparse, c'est un vecteur un peu particulier qui va être constitué d'une majorité de zéros. Et au lieu de le représenter avec une suite de chiffres, on va plutôt le représenter par une suite de doublons clés-valeurs. Ici, à droite, un exemple de vecteur sparse avec la dimension concernée et la valeur associée pour cette dimension. Pour illustrer la différence entre vecteur dense et vecteur sparse, le meilleur exemple, c'est la représentation de texte en vecteur. La première grande catégorie, c'est la représentation lexicale. L'idée, c'est qu'on va prendre les mots du texte
et on va avoir un dictionnaire de mots qu'on connaît. Chaque mot a sa propre dimension, et si le mot est présent dans le texte, on va incrémenter la valeur pour cette dimension. On va avoir un nombre très important de dimensions, un par mot. Et donc, si dans cet exemple, je représente la phrase Bienvenue à Solitech en vecteur, on voit que j'ai le terme bienvenue, le terme A et le terme Solitech qui est présent dans mon vecteur. Euh, cette façon de représenter est assez intéressante pour faire des recherches sur des mots techniques. Néanmoins, on n'a pas la compréhension du sens de la phrase. On a juste la notion des mots présents dans le texte. C'est pour ça qu'il y a d'autres grandes catégories de représentation textuelle qui existent. C'est la recherche sémantique. Là, on va plutôt utiliser des vecteurs denses. Et en fait, ça va être un modèle de machine learning dédié à la compréhension du texte qui va prendre en entrée une phrase et avoir en sortie un vecteur. Le modèle de machine learning va mettre en output un nombre de dimensions constant, quelle que soit la phrase en entrée. Et les chiffres qui vont être dans le vecteur vont correspondre au sens de la phrase. Pour un humain, on ne peut pas comprendre exactement le contenu du vecteur. Néanmoins, le modèle de machine learning est capable de le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'un embedding? Un embedding est une représentation numérique d'un objet utilisé par les modèles d'intelligence artificielle pour comprendre des domaines de connaissances complexes. Je reprends l'exemple précédent avec la recherche sémantique. La sortie du modèle de machine learning, c'était un embedding. En fait, c'est un objet de la vie de tous les jours. Ça peut être du texte, des images, des sons, etc., qui vont être exportés en vecteur. Et enfin, dernière notion introduite, c'est bien sûr la base de données vectorielle, ce pourquoi on est là aujourd'hui. La base de données vectorielle, qu'est-ce que c'est? Ça va être un type de base de données qui va répondre à un cas d'usage très spécifique. Déjà, les types de données qu'elle pourra comprendre, ce sont des vecteurs avec des métadonnées qui y sont associées. C'est tout. Sa fonction principale, ça va être de faire du calcul de distance entre vecteurs. Et les requêtes qu'on pourra faire avec, ça va être des recherches par proximité d'un vecteur qu'on va donner en entrée dans la requête. Et en sortie, elle va retourner les end vecteurs les plus proches du vecteur d'entrée. Une des features qui donne de l'intérêt à ce genre de base de données, c'est qu'on va avoir une recherche, comment dire, on va pas faire un full scan à chaque recherche, on va pas comparer le vecteur d'entrée à tous les vecteurs compris dans la base de données. On va avoir un index qui va faire une recherche d'une partie de la base, mais la contrepartie, c'est que le résultat risque d'être approximatif. Ok, donc on a dit que les bases de données vectorielles étaient capables de calculer des distances entre vecteurs. Il y a plusieurs formules pour calculer les distances et la formule qu'on va utiliser va dépendre de notre use case métier. Donc là, on va faire un tout petit peu de maths. Je suis désolé, mais ce ne sera pas très compliqué. Alors, la première méthode de calcul de distance, la plus simple, c'est la distance euclidienne. Est-ce qu'on a un vecteur, une flèche ici, horizontale, une flèche verticale, et ce qu'on calcule, c'est la distance entre le bout des deux vecteurs. Ici, on doit être sur racine de 2, je suppose. On n'est pas obligé de s'arrêter à des vecteurs à 2 ou à 3 dimensions. Graphiquement, on ne va pas pouvoir aller plus loin que 3 dimensions, mais rien n'empêche de faire un calcul plus poussé sur des dimensions supérieures.
Ce type de formule, on va l'utiliser pour des données géométriques ou euh, je sais pas si je veux récupérer les restaurants les plus proches de ma position, bah, ça va être ce genre de formule qu'on va utiliser. La deuxième formule, c'est la similarité cosinus. Celle-ci est assez répandue. L'idée, c'est qu'on va avoir un résultat compris entre -1 et 1. 1, ça veut dire que la distance est faible. -1, ça veut dire que la distance est très élevée. Si on prend le premier exemple, ici les deux vecteurs sont complètement opposés. On a donc une similarité à -1 d'une distance très grande. Si les deux vecteurs sont orthogonaux, on va avoir une similarité à 0. Et enfin, ces deux vecteurs sont très proches. On va donc avoir une similarité très proche de 1. Donc une distance très faible. Pour illustrer sur deux vecteurs en trois dimensions, les coordonnées sont indiquées ici. Qu'est-ce qu'on voit? On a sur la troisième dimension des nombres similaires. Et le résultat, on le voit ici sur cette représentation. En fait, la similarité va être très proche. En fait, quand sur une même dimension, on a des nombres élevés, ça va avoir un effet très positif sur la similarité. Si on regarde très rapidement la formule à droite, au numérateur, c'est justement ce qu'on met en avant pour chaque dimension. On va faire le produit du premier vecteur et du deuxième vecteur. Ensuite, on fera la somme pour chaque dimension. La partie en dessous de l'action n'est pas hyper intéressante. C'est juste pour garantir qu'on a un résultat entre -1 et 1. La similarité cosinus, on va beaucoup l'utiliser sur des embeddings. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur les embeddings, chaque dimension va correspondre à un niveau d'abstraction. Et du coup, si deux embeddings partagent des chiffres similaires sur la même abstraction, et voire sur beaucoup d'abstractions, ça veut dire que fondamentalement, ils vont être très proches. Et enfin, la troisième formule très répandue, c'est le produit scalaire. L'idée du produit scalaire, c'est qu'on va reprendre la similarité cosinus, mais en plus, on va prendre en compte la longueur des vecteurs. Si je prends ces deux exemples, tout à l'heure en similarité cosinus, on aurait eu le même résultat, parce que l'angle entre les vecteurs à gauche ou à droite est le même. Pour le produit scalaire, le résultat sera différent. La longueur du vecteur va avoir un impact. Cette formule-là, on va beaucoup l'utiliser plutôt pour les vecteurs sparses. Ok, donc maintenant qu'on a vu tout ça, regardons les choses un peu plus intéressantes. Qt. Alors, quand j'ai fait mes premières expérimentations, j'ai cherché une base de données vectorielle qui pouvait être exécutée en local et du memory pour les tests. Et j'ai vu qu'il y avait énormément de solutions qui existaient déjà. Qt avait l'air d'être la plus maintenue par la communauté, donc c'est vers celle-ci que je me suis orienté. Néanmoins, il y a énormément de solutions qui existent. J'ai mis un petit lien en bas de la slide qui donne un comparateur très détaillé si jamais ça vous intéresse. Vous avez peut-être constaté qu'à droite, il y a des logos de techno qui sont réputés pour d'autres cas d'utilisation. Donc là, on a du Postgre, Elasticsearch, Redis, Mongo. En fait, il y a énormément de solutions qui proposent des extensions pour faire en plus de la base de données vectorielle. Typiquement, sur du Postgre dans notre stack applicative, c'est peut-être intéressant de simplement utiliser l'extension pgvector de Postgre et pas besoin d'avoir une brique supplémentaire. Alors, Qt, qu'est-ce que c'est? C'est une base de données vectorielle, donc, en licence Apache 2. Elle est écrite en REST. On peut communiquer avec elle avec deux types d'API, REST, gRPC. On a du SDK
Python, JavaScript, Rust, Go, .NET et Java. Et on a des versions locales ou une version cloud. Avec le SDK Python, on a aussi une version in-memory. Alors, le premier concept de Qdran, c'est le point. Le point, qu'est-ce que c'est? C'est un triptyque, un identifiant, un ou plusieurs vecteurs. Dans le cas nominal, c'est juste un vecteur. Et un payload. Un payload, ça va être les métadatas qu'on va associer à cette entrée. Typiquement, dans l'exemple, ligne 6, je vois que euh, on veut indexer un vecteur qui représente l'album Abbey Road des Beatles. On a le nom de l'album, on a l'année de parution, on a un identifiant ici, et enfin le fameux vecteur qui va représenter l'album. On peut avoir aussi plusieurs vecteurs par point. Typiquement, si on veut indexer, je sais pas, l'histoire de l'album plus la pochette, le disque, on peut avoir sur une même entrée, sur un même point, plusieurs vecteurs. Pour un vecteur sparse, euh, il faut spécifier explicitement les dimensions, ici la ligne 9, les indices et les valeurs associées pour chaque dimension, la ligne 10. Enfin, les petits endpoints qui sont importants, la suppression d'un point en haut et la récupération d'un point en dessous. Quand on fait une requête sur plusieurs points, on peut rajouter un filtre. Un filtre sur les fameuses métadatas du point. Ici, c'est ce qu'on fait ligne 6 à 8. Donc là, on récupère tous les albums qui sont parus en 1969. On peut rajouter une notion de limite, une notion d'order by et de la pagination si on veut. Ça, c'est des choses assez connues. Ok. Le deuxième concept très important, c'est la collection. Ça va être un ensemble de points qui ont les mêmes paramètres. Si je peux me permettre de faire un parallèle un peu grossier avec les bases de données relationnelles, ça va être l'équivalent d'une table. Donc la collection, un ensemble de points. Quand on fait une recherche, ça va être sur une et une seule collection à la fin, et les collections doivent avoir un certain nombre de paramètres qui va être commun à tous les points qu'elle contient. Par exemple, le nombre de vecteurs par point, le nom des vecteurs, le type de données, si on est sur de l'int, du float, du booléen, etc. Le nombre de dimensions pour chaque vecteur, et enfin la fonction de calcul de distance qu'on va utiliser pour faire une recherche. Donc là, c'est l'endpoint pour créer une collection. On va être sur des vecteurs à 2048 dimensions, ligne 4, de la similarité cosinusoïdale, ligne 5, et de du 8, ligne 6. Et donc c'est là que on a la feature la plus importante de la base de données vectorielle, la recherche avec un vecteur en entrée. Ici, ligne 3, ça va être le vecteur de base sur lequel on va faire la recherche. On peut rajouter aussi des paramètres supplémentaires, pareil, un filtre. Et le 7 à 9, c'est si on veut activer l'index vectoriel Touton. Donc, ce que tu as dit tout à l'heure, on peut avoir un index vectoriel qui permet de pas faire de full scan, mais en contrepartie, on a des résultats approximatifs. Donc, on peut l'activer ou le désactiver si on veut. Et enfin, un peu de pagination, pareil, si on veut. Ok. Donc, comment fonctionne le fameux index vectoriel? Donc, en fait, on a un index vectoriel qui est très répandu et qui est partagé par presque toutes les solutions de base de données vectorielles actuelles.
qui s'appelle le HLSW, Hierarchical Navigable Small World. Donc c'est un algorithme de type ANN, Approximate Nearest Neighbor. Et c'est un mélange de deux algos, NSW, qu'on va détailler juste après, et de skip list. Alors le NSW, qu'est-ce que c'est? En fait, on va avoir un graphe qui va lier les différentes entrées. En l'occurrence, on a un point par vecteur. Et si on veut faire une recherche, on va aller parcourir l'ensemble des points existants dans notre univers. Donc là, supposons que tous ces nombres-là représentent les vecteurs présents dans ma base de données. Et le point R, c'est le point pour lequel je vais récupérer les plus proches voisins. Si je vais récupérer les deux plus proches, bon là c'est facile, hein, c'est 4 et 5, évidemment. Mais quand ça va fonctionner, en fait, on va avoir un point d'entrée, un entry point, qui sera toujours le même. Ici le point 1. Donc on va commencer par l'utiliser et regarder ses voisins. Si on regarde le point 2 a l'air d'être plus loin de R que le point 1. Donc ça va pas être un candidat intéressant. On continue la navigation. Le point 3 a l'air d'être plus proche, c'est un bon candidat, etc., etc. Point 4, point 5. On a le résultat. En utilisant ça, ça ressemble quand même beaucoup à un full scan. En fait, pour éviter de passer par tous les points, on va en plus avoir une liste qui va avoir une taille fixe, qui va permettre de voir si on continue de faire une navigation ou pas dans le graphe. Si je prends cet exemple-là, supposons qu'on a une liste de taille 2. On commence l'exploration, point 1. Le point 1 rentre dans la fameuse liste. On a une des deux entrées de la liste qui va être occupée. On continue l'exploration. Point 2. Point 2 a l'air d'être un bon candidat. On l'ajoute dans la liste. Là, notre liste est remplie. On a le point 1 et le point 2 dans la liste. Le point 3 a l'air d'être plus éloigné du point 1. Donc en fait, on va devoir s'arrêter là au niveau de l'exploration. Donc, si on utilise une liste de taille 2, on risque de tomber dans un minimum local dans cet exemple. Donc la taille de la liste va être très importante. Quand on ajoute un point dans un graphe, on utilise à peu près la même logique. La seule différence, c'est qu'en fait, on va rajouter des liaisons entre les points au lieu de retourner des résultats. Donc tout à l'heure, on a vu le LSW. Pour le HLSW, l'idée, c'est qu'on va avoir plusieurs layers. Les layers du haut vont être plus éparses, les layers du bas plus denses. Et en fait, on va faire un LSW par layer et on va chercher un nouvel entry point à chaque fois. Là, si je prends ce premier layer, je vois que le point le plus proche de la requête, c'est lui. Ce sera un nouvel entry point pour le layer d'en dessous. On va faire comme ça pour chaque layer. Et donc à la fin, on va utiliser un LSW avec cet entry point ici. Donc si on récapitule un petit peu, on a vu plusieurs paramètres au niveau du HLSW. Au niveau de la recherche, K, c'est le nombre de résultats attendus. EF, c'est la taille de la fameuse liste qui va nous permettre de dire si on va explorer de manière complète au nom de l'univers. Plus la valeur est haute, plus la recherche va être longue. Au niveau de la construction, on a le paramètre M qui va donner le nombre de liaisons pour chaque point. Une valeur élevée, ça va donner un index plus lourd en termes de mémoire. Bref, construction, c'est pareil. Et du level multiplier, ça va simplement dire le nombre de layers qu'on va avoir dans notre index. Si on veut fine-tuner les paramètres, le meilleur moyen, c'est d'expérimenter. On peut comparer les résultats avec
ou sans index et comparer les temps de réponse s'ils sont acceptables ou non. On a aussi les index sur les payloads. Euh, Ça marche comme sur les bases de données relationnelles, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour moi, c'est très important de les mettre pour les bases de données vectorielles, parce que le Query Planner pourra anticiper, savoir s'il y a beaucoup de vecteurs concernés par l'index, et savoir si il va devoir utiliser le HNSW ou non. Ok, je vous propose de passer à une petite démo. Alors, j'ai trouvé un dataset qui a listé des artistes de rock et qui donnait une biographie sur ces artistes. Le scénario qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser Oleama pour transformer les biographies en vecteurs. Et ensuite, on va voir si avec les biographies, on peut avoir des résultats intéressants. C'est du Rust. Donc, la première partie, c'est simplement de la lecture du CSV. On est ici au Java et on crée une collection. La collection ici. Euh, Ici, c'est le nombre de dimensions 1024. 1024, ça va correspondre au modèle utilisé par le Java. Et on est sur des embeddings. On est donc sur une distance cosinus. Pour chaque point, hop, on va transformer la biographie en embedding. Donc là, on appelle Oliama ici. Pour chaque embedding, on va créer un point. Et pour chaque point, on va appeler QDRAW pour insérer le point. Ok. Ça consomme beaucoup de ressources. Donc, je l'ai fait en amont. Je vais pas le lancer là. Normalement, on peut regarder le dashboard de QDRAW. On a deux collections. Hop. Ici, les artistes. Et qu'est-ce qu'on a? Bah, d'abord, une petite visu de quelques points. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Le premier, c'est Genesis. Super. On peut avoir des infos sur la collection, le nombre de points, le nombre de, enfin, les paramètres utilisés à la création de la collection, le fameux HLSW, avec les paramètres qu'on a vus tout à l'heure. Search Quality, ça va permettre de challenger la qualité de notre index vectoriel. Alors, je retire le Advanced Mode. Normalement, voilà, je peux regarder si mon index est correctement configuré. Là, a priori, on a plutôt des précisions intéressantes. Euh, enfin, quelque chose qui est intéressant, c'est le graphe. Le graphe, ça va permettre d'explorer le contenu de la base de données de façon graphique. Donc là, j'ai demandé à récupérer les 5 points les plus proches du premier point. Donc Genesis. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, ouais, bah, avec Rutherford, ça c'est le bassiste, je crois. Guitariste, Steve Hackett. Ouais, donc on a plutôt les membres de Genesis, ça a l'air pas trop mal. Le dernier point, c'est quoi? C'est UK. Bon, je sais pas si c'est pertinent, mais en fait, c'est cohérent. Vu qu'on a fait un embedding de la biographie, Genesis, c'est un groupe anglais. UK, bon bah voilà, quoi. Bon, c'était juste pour la démo, hein. Mais faut voir qu'en fait, pour avoir des résultats intéressants, il faut avoir un modèle d'embedding qui correspond vraiment à notre besoin. Peut-être deuxième scénario que je peux vous présenter, c'est un moteur de recommandation qui a été fait sur la communauté. Dans le dataset, il y a des votes des utilisateurs. Et l'idée qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer
un vecteur par utilisateur, une dimension par album. On va enregistrer les notes des utilisateurs pour chaque album. Et puis enfin, moi je vais utiliser le moteur de recommandation en créant un vecteur qui correspond à mes goûts. Donc, la création des vecteurs d'entrée, pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Alors ici, il y a pas mal de dates à préparation, hein. Donc, je vais pas rester longtemps dessus. Peut-être ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est une collection sparse, parce qu'il y a très peu de chances qu'un utilisateur ait voté sur tous les albums. Et sur les vecteurs sparses, on n'a pas le choix sur la fonction de calcul de distance, c'est forcément du produit scalaire. Là, je suis un peu de data préparation, et là, version, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Par contre, au niveau de la requête, voilà, ici, je commence par créer un vecteur qui correspond à mes goûts personnels. Ici, j'ai mis 3 albums que j'apprécie. J'interroge Codrant pour récupérer les utilisateurs qui ont des notes similaires au mien. Et enfin, je fais un peu d'agrégation. Là, c'est juste de l'algorithmie. Je vais pas dérouler jusqu'à ça exécute. Ok, on a plein d'albums. Pas très connus, ça vous parle peut-être pas forcément. Ça, peut-être, The Wall Middle, c'est Pink Floyd. Bon, pour le coup, le moteur de recommandation a touché juste. Pink Floyd, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Ça ressemble pas forcément au groupe que j'ai mis en entrée. Et donc, ça marche plutôt bien. Pour le coup, j'utilise assez fréquemment ce petit moteur. Euh, J'en suis très satisfait. Hop, on va repasser au slide. Alors, il y a deux techniques un peu plus avancées qui sont assez répandues. La première, c'est la recherche hybride. L'idée, c'est qu'on va effectuer des recherches en se basant sur plusieurs vecteurs. Typiquement, tout à l'heure, avec l'exemple sur les affiliés des artistes, on aurait pu imaginer que pour chaque artiste, il y aurait eu un vecteur sur sa bio et puis un vecteur sur ses métadonnées, par exemple. Je sais pas, l'année d'activité, le style, ou autre, et qu'ensuite on fasse une recherche sur plusieurs vecteurs en même temps. Et ensuite, on fusionne les résultats pour chacun des vecteurs. Au niveau de la fusion, il y a plusieurs solutions. La première, c'est Reciprocal Rank Fusion. L'idée, c'est que pour chaque vecteur, on va faire un classement des résultats. On va attribuer un score pour chaque rang dans le classement. Et ensuite, on va additionner ce score. L'autre approche, c'est le Distribution Based Score Fusion, où là, on va plutôt utiliser directement les distances entre le vecteur d'entrée et le point. Et ensuite, on va additionner ces distances. Donc ça va être très utile aussi pour la recherche multimodale. Si jamais on veut faire de la recherche basée sur du texte et sur une image, par exemple. Une autre technique avancée très répandue, c'est le re-ranking. Parfois, on a des vecteurs très très volumineux. Je ne sais pas si on fait des updating de PDF, de vidéos, des choses comme ça. Les vecteurs risquent d'être faramineux et on va pas pouvoir faire de recherche rapide sur des vecteurs aussi gros. Donc la solution, ça va être pour chaque point d'avoir le vecteur volumineux et des vecteurs plus petits mais moins précis. Ce qu'on va faire, c'est d'abord une première recherche sur les vecteurs moins précis, ce qui va donner des résultats moins précis. On va extraire un premier sous-ensemble, et sur ce sous-ensemble, on va refaire une requête avec le vecteur précis, qui va réordonner
les résultats du fameux sous-ensemble. Pour réduire les vecteurs, il y a deux possibilités. D'abord, il y a la quantification. L'idée de la quantification, c'est qu'on va réduire le nombre de bits sur lesquels on encode les chiffres. On va passer de float 64 à int 8, par exemple. On peut aller très loin, on peut aller jusqu'au booléen. Il y a des techniques de quantification qui peuvent donner des résultats tout à fait acceptables. D'ailleurs, quand on lance un modèle en local, souvent c'est un modèle qui est déjà quantifié. Euh, et l'autre approche, c'est la matrioshka. L'idée, c'est que là, on va plutôt réduire le nombre de dimensions. Le problème de cette approche, c'est qu'il faut que le modèle de machine learning est entraîné pour pouvoir sortir plusieurs vecteurs avec un nombre de dimensions différents. Donc là, c'est l'exemple de requête avec du re-ranking. Ligne 4 à 6 fait la première requête avec les vecteurs plus petits. On extrait 1000 résultats. Et ensuite, on réapplique la requête avec euh, 100 résultats, enfin pour extraire les 100 résultats sur les vecteurs les plus volumineux. Pour conclure, on a beaucoup de cas d'utilisation liés aux bases de données vectorielles. Dès qu'il y a une notion de proximité, de ressemblance, etc., on peut l'utiliser. Donc, si on fait de la recherche sémantique, du RAG, de la reconnaissance d'image ou musicale, voilà, la base de données vectorielle pourra répondre à notre besoin. Par contre, il faut bien voir que ça ne sert qu'à ce genre de cas d'application. Si jamais on peut simplement faire du stockage de vecteurs et qu'on n'a pas envie d'utiliser la recherche par proximité, bah, une base de données relationnelle peut faire très bien le travail. Voilà, je vous remercie. Ouais, des questions? Merci pour la présentation, c'était génial à écouter. J'ai une petite question, c'est à propos des requêtes où il y a le champ query. Comment est-ce qu'il est construit, par exemple, dans les requêtes qui sont faites en Rust? C'est le modèle qui va venir construire ce truc-là aussi? J'ai pas entendu le début de la question. Dans les requêtes, Oui. il y a dans les paramètres, il y a un vecteur query avec des Oui. nombres. Et ces Mhm. nombres-là, dans le code Rust, c'est le modèle qui va venir créer aussi ces vecteurs? Oui, oui, oui. Typiquement, dans le premier exemple, c'est Oyama qui a transformé la bio en vecteur, donc avec 24 dimensions. Mais après, le vecteur, on peut aussi le créer manuellement si c'est enfin, des choses simples. Typiquement, des positions géographiques. On n'a pas besoin d'un modèle particulier, ça peut être le code directement qui le crée. Voilà. Merci pour la présentation. J'avais une question sur la taille des vecteurs. Est-ce qu'elle doit être fixe quand on crée une collection? Euh, et est-ce qu'on peut la changer au cours du temps ou pas du tout? Est-ce qu'elle doit être absolument fixe Hmm. en particulier? Elle doit être fixe, effectivement. Si on veut rajouter des dimensions, il faut créer de nouvelles collections. Et du coup, quand tu parlais de recherche hybride où on cherche par exemple un modèle qui est plus simplifié, ça ne veut pas dire forcément que c'est un vecteur qui a moins de dimensions. C'est juste un autre modèle qui est un petit peu moins précis, c'est ça? Mhm. Ou, En fait, alors, pour chaque collection, on peut donner pour chaque point un ou plusieurs vecteurs. Donc, en fait, quand on utilise la matrioshka, par exemple, on va pouvoir créer une collection en disant j'ai une première famille de vecteurs à
de dimensions, une deuxième à 10, une troisième à 100, etc. Ces tailles-là seront fixes dans le temps, par contre. Néanmoins, pour chaque point, on peut lui donner plusieurs, enfin, pour avoir plusieurs vecteurs. Et au moment de la création de la collection, on va te donner le nombre de vecteurs pour chaque point. Est-ce que ça répond? Oui, très bien, merci. Ok. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très bien expliqué. J'avais une question pour remonter un peu sur la première des questions, sur l'embedding qui paraît être assez important, c'est-à-dire comment un modèle, là c'était Oliama, va transformer ce qu'on lui donne en input dans un autre monde vectoriel dans lequel on pourra faire des recherches plus facilement. Est-ce que vous avez des clés pour que cet embedding marche le mieux par rapport à nos usages, nos contextes? Est-ce qu'il y a des paramètres, des ajustements pour qu'on prend Oyama, un autre modèle? Et qu'est-ce qui se passe un peu derrière en coulisses sur cette ligne-là, sur cette partie-là en fait? Mhm. Alors, sur cette partie-là, ça va plus être dans le domaine du deep learning, enfin du machine learning plus que la base de données vectorielle. Euh, alors, le problème, c'est que des modèles, il y en a une quantité astronomique. Il y a soit la chance et on trouve un modèle qui correspond à notre besoin. Après, faut voir comment il fonctionne. Soit il faut pas hésiter à créer son propre modèle, en fait. Est-ce que ça répond? Merci. 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 Du coup, dans le temps, si on veut faire, si on veut changer de LLM, est-ce qu'il faut réindexer du coup tout ce qu'on avait stocké précédemment? Oui. Ok. Oui, oui. Merci.